Bonjour et bienvenue sur Campus Channel Exécutive. Aujourd'hui, nous recevons l'EM Lyon pour son programme général de management. Avec nous pour en parler aujourd'hui le directeur et professeur Jean-Charles Clément et Djebel Alokbo, participant du programme et actuellement spécialiste gestion actif-passif chez Mutex. Vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions pour savoir si ce programme correspond à votre besoin de formation. On commence tout de suite avec l'instant corporate. Jean-Charles, vous avez 2 minutes, c'est à vous. Merci. Le programme général de management de l'EM Lyon Business School est une formation diplômante de niveau 1. Pour faire simple, c'est un Bac+5 reconnu par le ministère du Travail. Autrement dit, il est éligible au CPF. Le programme s'adresse à différentes catégories de personnes. On peut avoir des futurs managers qui recherchent tout simplement à monter en compétences. On peut avoir également des managers d'équipe ou des managers de projets qui souhaitent tout simplement pouvoir consolider leurs compétences et éventuellement aller beaucoup plus loin dans leurs compétences. On peut avoir également des experts, des techniciens qui, eux, recherchent surtout à essayer de comprendre et de travailler avec les autres fonctions de l'entreprise. Et puis, on peut aussi retrouver des personnes qui sont en repositionnement professionnel et éventuellement des créateurs d'entreprises. Les objectifs du programme sont bien évidemment d'acquérir des outils, des méthodes sur les différentes fonctions d'entreprise. On retrouve bien sûr des fondamentaux en matière de stratégie, de finance, de marketing, de RH, de management d'une manière générale. Mais également, l'un des objectifs du programme, c'est d'accompagner les participants à identifier les grandes ruptures du monde, qu'elles soient sociétales, techniques, scientifiques et autres, afin de véritablement se les approprier pour les confronter dans leurs différents business. Et l'un des autres objectifs du programme est clairement d'accompagner les participants dans leur posture de manager. Et donc, tout ça, pour cela, donc, on propose le programme général de management sur différents campus. On a, par exemple, Djebel qui, lui, est sur Paris. On a le programme à Lyon et également à Casablanca. La formation dure environ 18 mois, mais il est possible de la raccourcir. On peut la faire éventuellement sur 12 mois en fast track, en fonction des profils des candidats et des participants. Le rythme est d'environ à peu près 2-3 jours par mois sur les 12 premiers mois, et puis après en fonction des thématiques, des électifs des participants. Donc ça peut durer sur 6 mois ou un petit peu moins en fonction des besoins des participants. Et puis quoi rajouter d'autre en quelques secondes? Peut-être le process de sélection, tout simplement. La sélection se fait sur dossier. Donc un dossier de candidature assez classique, mais auquel on rajoute une vidéo dans laquelle les candidats sont amenés à répondre à quelques questions sur leur profil, sur ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce que le programme pourra leur apporter, ce genre de choses. Voilà un petit peu pour synthétiser rapidement. Très bien, c'est terminé. On va pouvoir passer à l'entretien. Continuez à nous envoyer vos questions. Mon rôle, c'est de les appuyer et leur rôle, c'est d'y répondre. On va passer à la première question. Allez-y. Bonjour. A-t-on le choix de suivre le PGM à Paris ou à Lyon ? Eh bien, tout simplement, on venait de l'évoquer en introduction, oui, c'est tout à fait possible, soit à Paris, soit à Lyon. Et même pour compléter la réponse, Djebel, toi, par exemple, ça t'est arrivé, je crois, toi, tu es à Paris, mais tu as pu faire Paris et Lyon, on peut combiner les deux. En fait, en fonction de la disponibilité des candidats, de l'étudiant, les profs, ils sont assez ouverts, ils sont assez disponibles pour te proposer des horaires qui sont adaptés à tes cours, en fait. Et du coup, moi, en janvier, j'étais en période de clôture budgétaire, donc je n'ai pas pu suivre le séminaire. Le M Lyon, à Paris, du coup. Le M Lyon a pu me trouver des créneaux pour le suivre à Lyon, en fait. Le séminaire sur le contrôle de gestion. Donc voilà un exemple typiquement qui prouve que cette formation est vraiment flexible, quoi. C'est du coup les candidats qui choisissent en fonction de leur disponibilité, de ce qui les arrange. Alors, en fait.
Voilà, il faut que ça reste quand même à la marge, hein. On ne va pas faire tout systématiquement comme ça, mais bien sûr, c'est une possibilité qui est offerte, en tout cas pour les candidats. Mais il n'y a aucune différence dans la formation entre Paris et Lyon? Ah non, c'est exactement le même. Donc il y a 2 campus et il y a aussi 2 dates de rentrée? Tout à fait. Alors il y a plusieurs dates de rentrée. On peut commencer le programme en septembre et également en février. Donc que ça soit à Paris ou à Lyon, on propose 2 rentrées systématiquement pour ces 2 campus. Et quels sont les types de personnes qui vont rentrer plutôt dans la première date et ceux dans la deuxième date? Non, je pense qu'on retrouve à peu près les mêmes types de populations. Ça dépend à quel moment ils ont leur source de financement, à quel moment ils sont prêts par rapport à leur entreprise pour faire effectivement la formation en question. Alors Jebel, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que vous faites? Alors moi, je suis gestionnaire actif-passif, donc je calcule des provisions techniques pour les sociétés d'assurance. Donc ça c'est la partie passive, et sur l'actif en fait je projette les actifs financiers d'une boîte d'assurance. Du coup, pourquoi avoir choisi l'EM Lyon? L'EM Lyon déjà parce que c'est une grande école qui est très reconnue, qui a une renommée internationale. Et pourquoi cette formation? Cette formation, parce que en fait, dans mon cursus, j'ai toujours été dans des directions très techniques et je voulais avoir cette vision un peu plus à 360 degrés du fonctionnement d'une entreprise et aussi acquérir des techniques de management parce qu'à ce stade, je n'ai pas encore eu de responsabilité managériale. Du coup, j'ai dû aspirer à ce genre de formation pour gagner ma posture managériale, pour booster ma carrière. Très bien. On va passer à la suite des questions. On verra après si vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux votre parcours. Allez-y. Sur quel jour de la semaine sont répartis les modules? Tu peux peut-être répondre, peut-être? Tu avais cours à quel moment, toi? En fait, ça dépend du séminaire. Sur certains séminaires, les séminaires de 2 jours, souvent on a des cours en milieu de semaine, donc mardi, mercredi. Sur les séminaires de 3 jours, pareil, c'est souvent en milieu de semaine en fait que nos cours commencent. D'accord. Très souvent, alors après, à Paris en tout cas. Ça peut changer éventuellement, mais en général, on fait plutôt en milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que quand on est salarié dans une entreprise, très souvent le lundi, on a les fameuses réunions d'équipe. Et du coup, le vendredi, exactement. Donc le vendredi, ça permet aussi de finir sa semaine avec des mails à finir, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en milieu de semaine, c'est quand même le plus pertinent. Ça arrange le plus grand nombre de personnes. Voilà. Comment ça se passe, vous, avec votre entreprise, Jebel? Avec mon entreprise, alors déjà pour ma part, c'est une démarche purement personnelle. Donc du coup, comme j'expliquais, c'est vraiment pour gagner en compétences sur le plan managérial. Mais mon entreprise est au courant. Donc pour le mémoire, je vais me faire accompagner par mon entreprise. Mais c'est vraiment une démarche purement personnelle. Mais au niveau justement des horaires et des jours où il faut quitter l'entreprise, comment ça s'est organisé? Vous avez pu négocier ça facilement avec votre employeur? Heureusement, j'ai pu avoir les plannings à l'avance, du coup, via l'EM Lyon. Et donc, j'ai le temps de prévenir ma hiérarchie des jours. J'ai la chance aussi d'être dans un secteur où on a beaucoup de jours de RTT, donc j'en pose pour aller suivre mes cours. Donc en fait, tous les cours que vous suivez, c'est des RTT dans votre entreprise? Exactement. Et comment ça se passe la plupart du temps? Est-ce qu'on est obligé de poser des vacances justement? Non, je pense que la très large majorité des participants sont financés par leur entreprise, donc via ce qu'on appelle des comptes personnels de formation, donc que l'on a... qu'on peut accumuler année après année et donc qui sont utilisés pour justement se financer et donc pour pouvoir participer à des formations comme le programme général de management. Parce que pas tout le monde a 2 ou 3 jours de RTT par mois à poser. Voilà. C'est vrai que dans la plupart des cas, je sais pas, on va dire 95%, ils sont accompagnés par leur entreprise, donc ce problème ne se pose pas. Et pourquoi vous n'avez pas souhaité du coup passer par ce système-là, Jebel? Parce que mon entreprise a un fonctionnement, enfin ça c'est une stratégie d'entreprise, tout ce qui est formation en dehors des formations cataloguées dans l'entreprise n'est pas financé. Donc, voilà. Donc, ça ne souhaite pas être financé par l'entreprise. Exactement. Ok, allons-y pour la prochaine question. Y a-t-il des prérequis particuliers à avoir pour postuler au diplôme PGM? Avoir un poste à responsabilité, est-ce suffisant? Donc, 2 questions. Prérequis, non, il n'y a pas d'éléments de prérequis particuliers. Alors, il faut bien sûr, comme je l'évoquais, c'est un titre niveau 1. Donc, par conséquent, il faut pouvoir justifier d'un bac plus 2, bac plus 3 pour pouvoir candidater. Mais il est tout à fait envisageable, par exemple, d'en avoir que le bac
et via ce qu'on appelle une VAP, l'éducation, validation des acquis professionnels, pour pouvoir candidater quand même au programme PGM. D'accord. Et dans les promos, peut-être dans celles actuellement en cours, quel type de profil on retrouve? Alors moi, dans ma promo, on a différents profils, hein, on en a pas mal. On a des profils commerciaux, on a des profils en repositionnement et on a même une participante qui est en train de monter son entreprise. En gros, elle a démissionné, elle est en train de monter son entreprise et elle s'est fait accompagner par l'incubateur de l'UM Lyon. Donc pour ma part, j'ai un profil plutôt financier. Donc c'est vraiment la diversité des profils qui fait aussi la force de cette formation. Et par rapport à la question du niveau de prérequis ou de diplôme, on a la très large majorité des participants ont un niveau Bac+2, Bac+3. On retrouve une petite minorité de personnes qui ont juste le niveau Bac. Et également, on doit avoir, je crois, à peu près 20-25% de personnes ayant des Bac+4 ou +5. Et sinon, est-ce qu'ils ont des responsabilités dans leur entreprise au préalable ou est-ce que c'est justement la formation qui va leur faire accéder à des responsabilités? Les deux, mon capitaine. C'est que tout simplement, ils peuvent avoir, quand c'est financé très souvent par l'entreprise, pourquoi c'est financé par l'entreprise? Parce que justement, ils vont être amenés à prendre plus de responsabilités dans l'entreprise. Et ce sont très souvent, moyenne d'âge en termes de profil, c'est une moyenne 39 ans et 10-15 ans d'expérience professionnelle. Donc quand vous avez fait un gap, hein, vous pouvez difficilement monter dans responsabilité dans l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut passer par une formation pour prendre plus de responsabilités. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ça passe par cet outil-là. Et comment ça se passe pour harmoniser des profils si différents? Est-ce que vous avez des cours de remise à niveau? Alors, sur des cours purement financiers, par exemple, en fait, on a un e-learning qui permet à ceux qui n'ont pas un background plutôt financier de s'adapter à ces concepts de ratio de capitaux engagés. Sur les cours managériaux, par contre, les cours se déroulent en direct et c'est très enrichissant. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en arrivant? Pour ma part, sur les matières, oui. Pour ma part, sur tout ce qui est matière financière, je n'ai pas eu trop de problèmes. Le plus difficile, c'est peut-être tout ce qui est matière plutôt managériale, RH plutôt, où je n'avais pas cette compétence-là et il fallait la développer. Donc j'ai dû redoubler d'efforts sur ces matières-là. Et c'est là où c'est également intéressant, c'est que des profils par exemple comme GBL qui sont plutôt des profils financiers, forcément il y a beaucoup plus de travail à faire sur une partie de la pédagogie avec beaucoup de management, beaucoup de leadership, etc., de développement personnel qu'il faut travailler. Et puis inversement, il y en a qui ont l'habitude d'être, par exemple, qui sont responsables de départements commerciaux. Eh bien, eux, dans ces cas-là, ils ont beaucoup plus de difficultés sur des dimensions financières, de pilotage de la performance, ce genre de matière. Allons-y. J'ai une question pour le participant. Qu'avez-vous fait avant et que souhaitez-vous faire après? Alors avant, j'ai travaillé 6 ans. Enfin, je travaille depuis 6 ans chez Mitex. Avant Mitex, j'ai travaillé 3 ans chez AXA, donc je ne connais que l'industrie de l'assurance. L'idée, en fait, c'est de découvrir déjà éventuellement d'autres secteurs et aussi, pourquoi pas, continuer dans mon entreprise actuelle parce qu'il peut y avoir des postes qui se libèrent, mais plutôt de monter en compétences et en gamme de management. Donc, je suis plutôt ouvert à différents types d'options. Ok, très bien. Et cette formation me donne vraiment cette vision globale-là et aussi le fait que j'ai vraiment progressé dans ma prise de parole en public. Et ça, c'est vraiment à souligner. Parce que j'étais un peu timide avant, mais depuis, franchement, il y a des cours qui vous permettent justement d'améliorer. Alors, on a beaucoup de cours, notamment les cours de RH, où il y a des jeux de rôle, où on est amené à parler devant les autres collègues. Donc, du coup, ça te permet vraiment d'avoir cette dimension-là. Et c'était très enrichissant. Si je peux me permettre de rebondir, vous avez des cours, on a un tronc commun avec 2 grands blocs. Un bloc que l'on considère comme étant l'expertise du manager. Donc, on retrouve des cours de stratégie, de finance, de marketing, enfin les différentes fonctions de l'entreprise, bien sûr. Et puis, il y a un bloc qui dure quand même une bonne dizaine de jours sur la posture du manager. Et c'est là où vous travaillez sur comment manager autrement.
donc en essayant de développer de l'intelligence collective. On a beaucoup de développement personnel, donc il y a quand même un bloc qui est assez conséquent sur ces dimensions de RH, la responsabilité du manager et le change management également. Enfin bon, donc des gros blocs, pas uniquement techniques. Ça fait combien de temps que vous êtes du coup dans le programme? Alors moi j'ai commencé en février 2017 et là on est en train de finaliser, en tout cas le tronc commun est fini, il reste juste les électifs et puis le mémoire à réaliser. Et vous vous sentez maintenant l'âme d'un manager? Oui, je pense avoir acquis toutes les connaissances nécessaires pour postuler à un poste de management. Très bien, on va pouvoir passer à la question suivante, allez-y. Quel diplôme obtient-on à l'issue de la formation? Est-on considéré comme un ancien de l'EM Lyon? Alors, double question, la réponse c'est oui, on obtient un diplôme, donc comme je l'évoquais en introduction, c'est une formation diplômante de niveau 1, donc qui est enregistrée au RNCP, donc autrement dit qui est reconnu par le ministère du Travail. Et donc bien sûr, c'est un diplôme reconnu Bac+5. Alors, on ne raisonne pas en nombre d'années d'études, mais par rapport à des blocs de compétences. Donc bien évidemment, il y a ces blocs de compétences qui sont validés, donc c'est totalement reconnu par le ministère. Et est-on considéré comme un ancien de l'Union? La réponse est oui, puisque de facto, dès que vous êtes diplômé, donc quand Gebel, j'espère, finira ses électifs, soutiendra son mémoire, eh bien on fera un jury de diplôme au mois de janvier 2019 et voilà, il fera de facto partie des diplômés de l'école, au même titre que des étudiants d'un programme grande école, de MBA, etc. Il a accès exactement au même service, par exemple des anciens. Dès maintenant, vous avez déjà le répertoire des anciens? Oui, en fait, on reçoit régulièrement des mails de l'EM Lyon avec des rendez-vous, des rencontres avec les anciens dans toutes les villes. Et on a quand même un réseau de 29 000 diplômés à travers le monde, donc ça peut être un réseau qui peut être utile. Ok, allez-y. J'ai démissionné pour monter ma boîte en consulting RH. Donnez-vous tous les outils à la création d'entreprise. Eh bien, comme je l'évoquais, effectivement, l'un des profils que l'on a dans le programme PGM, eh bien, c'est effectivement des créateurs d'entreprise ou des repreneurs d'entreprise. Donc oui, très souvent, ce que recherchent les participants, c'est d'avoir, comme l'évoquait Gebel, c'est avoir une vision globale de l'entreprise. Donc on retrouve bien sûr les fonctions d'entreprise, comme je l'évoquais, mais également ça permet de prendre du recul à la fois sur du business plan. Donc oui, il y a une dimension business plan, par exemple, dans le cadre des activités pédagogiques, on a un business game, et dans ce business game, vous êtes à la place de dirigeant, vous devez prendre des décisions, donc avoir une posture stratégique, avoir une vision stratégique, et également mettre en place année après année des budgets, etc. Donc oui, l'ensemble de la panoplie du créateur d'entreprise et en proportion, ils sont combien à créer justement leur boîte à la suite de votre formation? Alors, je me suis renseigné un petit peu avant de venir. J'imagine. Quand même, on n'a pas loin de 10% de personnes ayant créé quand même une entreprise dans le programme. Et dans la promo actuelle, il y en a? Dans la promo actuelle, il y en a une qui, du coup, a démissionné de sa boîte. Je crois qu'elle était commerciale dans l'informatique. Et du coup, elle a démissionné. Elle est en train de monter une boîte de babysitting connecté. Je sais qu'elle a été pas mal accompagnée par l'incubateur de l'EM. On peut profiter justement de l'incubateur? Exactement, oui, tout à fait. Ok, très bien. Et du coup, le projet est très avancé d'après les informations que j'ai. Et puis en fait, le programme, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous suivez le programme, vous avez la possibilité d'échanger avec les autres participants. Donc c'est ça aussi une grande valeur dans ce programme-là, c'est que vous pouvez échanger entre les uns et les autres, et donc vous créez des envies de se dire, tiens, écoute, pourquoi on ne créerait pas notre entreprise sur telle ou telle chose? Donc ça peut créer des amitiés qui peuvent durer pendant quelques années, quand même. Très bien, on va passer à une question de fond, c'est le moment de la question experte. Allez-y, c'est un peu une question décalée aussi. À l'instar du chasseur des inconnus, ah oui, je me rappelle. Y a-t-il pour vous un bon manager et un mauvais manager? Alors, est-ce que vous connaissez tous les deux ce fameux sketch déjà? Oui, moi oui. Il va falloir se mettre à jour, c'est un classique. Alors, je peux l'imiter, mais je ne sais pas si c'est tout de suite la question sans cravate, donc je ne sais pas. Non, mais c'est un peu une question décalée, j'avoue, mais elle peut être intéressante à l'issue.
Le bon manager, je dirais qu'il manage et c'est un bon manager. Voilà. Et le mauvais manager, il manage, mais c'est un mauvais manager. Voilà, exactement. C'était ça le sketch, mais appliqué aux chasseurs en fait. Du coup, est-ce que plus sérieusement, il y a pour vous un bon et un mauvais manager? Est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de bon manager et pourquoi? Moi, je pense que c'est difficile de répondre à cette question, vraiment de se dire un bon ou mauvais manager. En fait, pour poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un bon ou un mauvais manager, je pense qu'il faut poser la question à ses équipes. C'est vrai? Et, pour moi, un bon manager, je pense qu'il y a plusieurs styles de management. Vous pouvez avoir des managers qui sont assez autoritaires, assez directifs, et ça peut très bien convenir à des équipes, tout comme un manager qui va laisser beaucoup de responsabilités à ses différentes équipes, auxquelles ça va correspondre totalement à son profil de management, ou pas du tout. Donc ce que vous dites, c'est un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aussi à ses équipes. Ça dépend aussi du profil de ses équipes. Par exemple, on ne manage pas un junior comme on manage quelqu'un qui a 5-6 ans d'expérience. D'accord. Et ça, est-ce que vous l'apprenez justement? Oui, en fait, on nous donne, notamment, on a une matière qui s'appelle Manager autrement, où on donne les différents styles de management, et puis l'aspect psychologique aussi, de la manière dont il faut prendre les équipes, en fonction aussi, du coup, des membres de cette équipe. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Parce que j'ai envie de savoir, moi qui ne suis pas encore manager, salut, et je voulais juste savoir si vous pouvez me donner un exemple. Si vous faites des cas concrets, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cas? Ce que l'on a, par exemple, on essaye de développer ce qu'on appelle, vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on a de plus en plus d'intelligence artificielle. Il faut essayer, ma conviction profonde, c'est de se dire, plus on a d'intelligence artificielle qui arrive, plus on a besoin d'intelligence émotionnelle et d'intelligence collective, voire d'intelligence relationnelle et situationnelle. Et donc, toute cette dimension-là, elle est travaillée également dans le programme pour une simple et bonne raison, c'est que justement, quand vous allez devoir manager des équipes, vous sentez que la personne, elle est plus ou moins, elle a plus ou moins peut-être de problèmes personnels ou des choses comme ça. Donc il y a des moments où vous pouvez communiquer des choses et des moments où vous ne pouvez pas communiquer. Et donc ces éléments-là sont travaillés dans les cours. Il y a par exemple aussi... C'est de la psychologie, ça? Il y a pas mal une dimension effectivement de psychologie, tout à fait. On a un collègue, Christophe Hague, pour ne pas le citer, qui a développé ce qu'on appelle un QO Pro, donc un test. Vous connaissez les tests de QI, et bien lui, il a développé avec une collègue, un docteur en psychologie, justement un test de quotient émotionnel. Donc voilà, donc on essaye justement de favoriser cette dimension-là pour devenir de plus en plus des bons managers. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui sait ça. C'est pas inné. Et non. Contrairement effectivement au QI, le QE, vous passez le test et vous pouvez le repasser 6 mois plus tard et s'améliorer. Heureusement qu'on peut s'améliorer dans ce genre de situation. C'est intéressant. Allez-y pour la prochaine question. Bonjour, combien y a-t-il de participants par année et quel âge moyen ont-ils? Je vous remercie. Alors, dans ma promotion, on est 14. À Paris. À Paris. Et à Lyon, j'imagine qu'ils sont plus nombreux. Et à Lyon, l'année dernière, à peu près une quarantaine. Et là, la promo qui a commencé là en février, donc le mois dernier, une cinquantaine. Donc en février. Et à Paris, au mois de septembre, ils étaient aussi à peu près 14. Et 14-15, je ne sais plus précisément. Et puis à Lyon, ils étaient 65. De mémoire. D'accord, donc il n'y a pas vraiment de maximum, vous prenez... Non, il n'y a pas de nombre maximum ou minimum, enfin plutôt maximum. Au niveau du programme, la seule chose qui est quand même importante à savoir, c'est que si, par exemple en septembre, nous avons, je dis une bêtise, 120 participants, on ne va pas avoir des amphis pour 120 places. Non, ce n'est pas la logique. Au niveau du programme, que vous soyez 20 ou que vous soyez 120, on va décomposer forcément en autant de groupes qu'on aura de participants. C'est des groupes de combien? Alors, en fonction, ça va dépendre des cours. Par exemple, sur des matières un peu dans ma discipline, les matières financières et contrôle de gestion, on peut avoir des groupes de 25-30 personnes. Par contre, dans des matières où on parle tout à l'heure d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle, ce genre de choses, là, il ne faut pas être plus de 12, 15 grand max. Donc,
ça va dépendre des matières, et donc vous allez avoir forcément ça. Ouais. Alors, toi, forcément, vous étiez 14, donc Oui, vous on faisiez était tout, 14, donc on vous faisiez tout à 14. Ah d'accord, vous étiez tout le temps ensemble. Oui, oui, on était. faisiez tout ensemble. De mémoire, pour avoir suivi le cours de finance à Lyon, c'est vrai qu'ils étaient subdivisés en 3 groupes, je crois. Et du coup, j'ai pu suivre dans un. Il y a des interactions justement entre la promo lyonnaise et la promo parisienne? Oui, on a eu au moins 3 collègues de Lyon qui sont venus suivre des cours de RH à Paris. Moi, pareil, je suis monté à Lyon pour les cours de finance. Donc, c'est vraiment en fonction du participant. Et au niveau de l'âge moyen, par exemple, dans votre promo? Alors, l'âge moyen de mémoire, je dirais 38-39 ans. Et le plus jeune, le plus vieux? Alors, je fais partie des plus jeunes, mais oui, le plus vieux doit avoir 50 ans. Ouais. Alors, ça, c'est mon côté prof de finance, je me rappelle les chiffres à peu près. On a le plus jeune participant à 28 ans et la personne la plus âgée, la plus expérimentée, devrais-je dire, la senior, à 53 ans. Okay. Voilà, sur la dernière promotion, par exemple. D'accord, très bien. Mais on retrouve à peu près ces mêmes tendances. Pour ça, quand je vous évoquais une moyenne à 39 ans, bah oui, parce qu'on a un écart type qui est assez conséquent. Ok, allez-y. Bonjour messieurs, j'ai vu qu'il y avait une part de cours en distanciel. Quels sont les modules concernés? Alors les principaux modules concernés, c'est déjà le cours de finance. Donc il y a e-learning pour permettre à ceux qui n'ont pas un background plutôt financier de se mettre à jour avant le cours. Il y a le cours de contrôle de gestion aussi, c'était à peu près la même chose. Et de mémoire, le business game aussi, on devait préparer pas mal de choses en amont. Donc ça consiste en quoi exactement? Vous êtes derrière un ordinateur et on vous fournit le cours ou oui, c'est un peu plus élaboré que ça? En fait, c'est plus élaboré que ça parce que c'est pas forcément des lectures à lire, c'est audio en fait. Donc en gros, on a des voix, on a des questions, on a des quiz, on évalue aussi en ligne pour voir la progression vraiment de l'étudiant. Du coup, pour l'avoir préparé ce cours, je peux effectivement compléter la réponse. Effectivement, sur les cours qui s'appellent Finance au service de la décision, vous voyez, c'est pas introduction à la finance, c'est pas introduction à la compta, c'est pas dire comme ça, c'est Finance au service de la décision, de la prise de décision. Le cours qu'on dit vulgairement contrôle de gestion, c'est un cours de pilotage de la performance. Donc c'est bien spécifique. Pour quelle raison? Parce que, encore une fois, ce n'est pas juste faire un cours pour un cours, c'est quel est l'objectif pédagogique véritablement, quelle est la compétence que vous allez acquérir à l'issue de ce cours ou de cette activité pédagogique. Et donc, ce que l'on fait, on commence je reprends les 2 cours d'ailleurs, c'est sur le même format. Vous commencez par un e-learning en amont, qui dure à peu près, temps estimé à peu près 5 heures par e-learning. Donc vous travaillez seul le soir, tranquillement chez vous, hop, vous prenez ces vidéos, vous faites vos temps de pause, etc., comme vous voulez. Et puis à un moment donné, avant d'arriver en cours, on fait ce qu'on appelle un webinar. Un webinar, donc là on réunit les participants un midi devant leurs ordinateurs et le prof intervient via ordinateur, donc c'est ce qu'on appelle un cours synchrone en distanciel. Et puis le prof revient sur des éléments du e-learning pour compléter des réponses, pour répondre aux questions des participants qui n'auraient pas tout à fait compris certains concepts. Ce qui permet aussi, pour reprendre à votre question de tout à l'heure, sur l'homogénéisation des participants, ça permet aussi d'avoir une homogénéisation du niveau des participants avant même d'arriver en face à face. Ok, très bien. Allez-y. Bonjour, je suis chef des ventes, j'aspire à être directeur commercial. Formez-vous à manager dans le commercial en particulier ou est-ce un enseignement généraliste? Alors, je vais répondre. Donc, bien sûr, la formation, c'est une formation généraliste, bien évidemment, mais qui permet aussi des zones de spécialisation. Puisque, quand on l'évoquait, on disait 18 mois de formation, de durée de formation. Les 12 premiers mois sont le tronc commun. Donc là, on retrouve encore une fois les différentes matières assez généralistes pour répondre à la question. Mais après, on a donc les 6 derniers mois. Les 6 derniers mois, on a la possibilité de prendre 3 électifs qui durent chacun 3 jours. Donc 9 jours, où là vous pouvez vous spécialiser. C'est 3 jours pleins ou c'est toujours… C'est 3 jours en face à face. D'accord. Donc là, pour ceux par exemple comme GBL qui avait commencé en février 2017, ben voilà, en ce moment c'est la période où il y a les électifs, où 3 jours par mois, ça peut être mars, avril, mai par exemple,
faire ces 3 modules spécialement dans un domaine en particulier. Donc, par exemple, pour l'internaute, qu'est-ce que ça peut être? Et là, on retrouve, alors on a plusieurs types de spécialisation, ou en tout cas qu'on appellerait des fois vulgairement des certificats, enfin des focus sur des disciplines. On a du marketing digital, on a bien sûr du développement commercial, donc je pense que ça peut correspondre à la personne qui a posé la question. On peut avoir également des positionnements sur la transformation digitale et de la supply chain. On a du marketing B2B, on a du développement, du management des équipes, développement personnel. On peut avoir plein d'électifs. Alors je ne pourrais pas vous lister la totalité, mais bon, on en a quelques-unes, des spécialisations ou des électifs. Et j'évoquais ces dimensions 3 modules, 3 électifs que choisissent les participants. Soit ils choisissent, comme le monsieur l'indiquait éventuellement, dans une spécialisation, donc les 3 cours dans un même champ disciplinaire ou dans un même secteur d'activité, ou bien il peut papillonner et prendre 3 cours dans 3 secteurs. Pour s'ouvrir un peu les chakras. Exactement, j'aime bien cette expression. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Alors moi, du coup, puisque j'ai une appétence, une très forte appétence pour les chiffres, du coup j'ai choisi un électif de stratégie et un électif de mémoire, le dernier, je crois que c'est un électif avec les Executive MBA, c'est un électif de financement de la croissance. D'accord. C'est sur tout ce qui est finance au service de la décision aussi. D'accord. Et votre but avec ces électifs, c'est justement ce que vous disiez, de changer un peu? En fait, c'est d'approfondir certains domaines, et notamment la stratégie. La stratégie, c'est très importante. Vraiment, pour avoir cette vision à 360 degrés, c'est un domaine que j'allais approfondir parce que j'ai eu les bases dans la partie tronc commun et j'aimerais me spécialiser dans ces domaines-là. Je me permets de rebondir sur un élément que tu as évoqué, Jebel, qui me paraît aussi intéressant. C'est là, dans l'électif que tu citais, finance de la croissance, ça va être mélangé avec un autre programme. Par exemple, avec Executive MBA, ce que tu évoquais. Et donc, c'est là aussi l'intérêt aussi de ce programme. C'est en fonction des électifs, en fonction des matières, vous allez avoir la possibilité aussi d'être confronté avec d'autres publics. Là, par exemple, des exécutives MBA dans le cadre scolaire. D'accord, donc on peut être mélangé aussi avec d'autres formations, carrément. Tout à fait. Et en tant que directeur du programme depuis quelques mois, j'aimerais développer encore plus ce mélange entre différents programmes et notamment les mélanger avec des étudiants. Et oui, c'est possible de les mélanger. On a dit manager des fois autrement. Quand vous avez, je vous ai dit la moyenne d'âge, 39 ans quand vous êtes un participant PGM, vous n'êtes pas à l'abri dans votre entreprise de travailler avec des personnes qui ont 20 ans. Et je pense que ça peut être utile de comprendre leur mode de fonctionnement. On évoquait encore une fois l'intelligence collective, l'intelligence relationnelle et autres. Et je pense que ça peut être une bonne idée que de faire travailler ces différents types de publics. Mais déjà, entre une personne de 28 ans, donc c'est le plus jeune de votre programme, et une personne de la cinquantaine, il y a déjà un grand écart. Comment ça se passe entre ces profils? Quotidiennement, ça se passe plutôt bien. Moi, je sais que pour faire partie des plus jeunes de ma promo, je discute beaucoup avec ceux qui sont un peu plus âgés que moi. J'acquiers déjà en expérience parce qu'ils ont beaucoup plus de vécu que moi. Et ça me permet aussi de prendre du recul sur certaines situations que je peux aborder en entreprise. Mais l'ambiance est plutôt bonne. Il n'y a pas de... Et à l'inverse, vous leur apportez quoi, jeunes? Les jeunes. Déjà, je pense que les jeunes ont déjà cette notion de technicité, je pense, sur certains domaines. Moi, principalement, c'est ce que j'apporte à la promo. Ok, très bien. Je suis mère de famille, je dois dire que mon emploi du temps est très chargé. Y a-t-il des devoirs à la maison? Alors, ce n'est pas la question avec humour, je dirais oui, vous allez faire vos devoirs à la maison et avec vos enfants aussi, comme ça tout le monde pourra travailler en même temps. Plus sérieusement, on considère globalement, pour faire simple, que pour 1 heure de face-à-face ou pour 1 jour de face-à-face à l'école, vous avez à peu près 1 jour de travail personnel à faire. C'est pas mal quand même. Ça occupe. Mais après tout, vous en avez pour votre argent, comme dirait l'autre. Mais est-ce qu'il y a des cours les week-ends? Est-ce que ça arrive d'en avoir le soir, ce genre de choses? Non, vous n'avez pas de cours. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, les 2 ou 3 jours de formation
par mois, c'est vraiment en milieu de semaine. Et, on n'est jamais donc, amené à devoir se déplacer non, week-end. Il n'y a pas d'éléments. Et tout à l'heure, quand j'évoquais également des webinars, les webinars peuvent être le midi ou éventuellement en fin d'après-midi, quand tout le monde peut être disponible donc en dehors de sa période d'activité professionnelle, en fonction des besoins. Et en général, ils sont plutôt sérieux dans les rendus des livrables, vos élèves? Oui, je pense. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe. Et donc, ils doivent s'organiser. Et on a fait une rentrée le mois dernier, et c'est toujours pareil, quand on retourne pour la première fois depuis 10, 15 ans, 20 ans pour certains à l'école, ils sont tout sérieux, prêts à en découdre avec la formation et surtout un bon état d'esprit pour véritablement travailler. Donc oui, ça se passe toujours très bien. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est que ça vient quand même d'une démarche très souvent individuelle des personnes. Donc, elles font le programme, en tout cas le nôtre, vraiment avec une volonté de se dire j'ai un objectif derrière, donc je lâche rien. Gébel, pour vous, ça se passe bien? Vous arrivez à bien concilier vie personnelle et études? Vie personnelle et études, oui. Mais par contre, vie professionnelle, par contre, il faut s'organiser. C'est plus difficile encore? Oui, c'est plus difficile pour ma part parce que c'est une démarche purement individuelle. Donc, je me prends à l'avance avec mon manager pour pouvoir suivre les cours. Mais les fois où je ne peux pas suivre les cours, le M Lyon essaie toujours de me trouver une solution, soit à Lyon, soit dans une autre promo à Paris, soit avec les exec MBA. Et là, je mets vraiment l'accent là-dessus parce que ça, c'est vraiment une grande force. Et vous voyez, quand nous, on essaye, une de nos marques de fabrique, on essaye d'être vraiment très adaptable et flexible pour les participants au niveau du programme. Et donc, forcément, on demande aux participants, on les forme à devenir adaptables et flexibles. Donc, on se doit d'être nous-mêmes, dans la mesure du possible, d'être adaptable et flexible. C'est-à-dire que les cours sont obligatoires, mais on peut quand même s'en passer si on prévient suffisamment à l'avance, c'est ça? Pas s'en passer, mais le suivre plus tard. Le suivre plus tard, c'est-à-dire c'est repousser pour mieux sauter. Très bien. Allez-y. Alors, je stagne à mon poste depuis des années, je suis responsable marketing dans une PME. Puis-je vous rejoindre pour discuter avec vous de mon projet? Me conseillez-vous de discuter en amont avec mon employeur? Ah oui, c'est tout à fait possible de pouvoir en discuter. Vous savez, nous avons en fait des conseillères en formation. Et lorsque justement les personnes s'interrogent pour se dire « Tiens, est-ce que je dois essayer de faire une formation complémentaire par rapport à mon cursus passé, par rapport à mon expérience professionnelle ?» Donc nos conseillères en formation, véritablement, prennent du temps pour conseiller effectivement les différentes personnes qui s'interrogent. Donc oui, 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 oui et oui. Donc, on est là pour les accompagner. On arrive à les joindre, ces personnes? Alors déjà, il y a des réunions d'information qui sont très périodiques sur Paris et sur Lyon. Et au cours de ces réunions, on peut aborder différents sujets, toutes les questions. Moi, pour mon cas, j'ai été convaincu à partir d'une réunion d'information où une conseillère m'a vraiment tout expliqué. Et pour la dernière partie de la question, est-ce que vous conseillez d'en parler d'abord à son employeur ou de vous en parler d'abord à vous? Honnêtement, peu importe. Ça dépend de la relation que l'on peut avoir aussi avec son employeur. Alors, son employeur ou tout simplement son N+1. Très souvent, on a quand même des entreprises, donc des N+1, qui peuvent soutenir le projet professionnel du participant. Parce que pour revenir sur la question de madame, mère de famille, c'est quand on a effectivement une entreprise, quand on a un métier et que c'est pas simple, eh bien, il faut pouvoir dégager du temps. Et dégager du temps, très souvent, ça marche quand même beaucoup mieux si l'employeur, et le N+1 en particulier, a conscience de ces éléments-là pour pouvoir ou dégager du temps, on ne va pas dire forcément aménager, mais s'il y a des nouveaux projets qui arrivent, peut-être les proposer à d'autres personnes en attendant que la personne finisse de se former. Et donc en général, ça vient de l'initiative de l'employé ou de l'employeur qui demande je pense, la majorité des cas, ça vient à un moment donné des deux. Parce que quand ça fait depuis 10, 15 ans, 20 ans que vous travaillez dans la même entreprise, que vous avez un Bac+2, Bac+3, eh bien, vous pouvez stagner professionnellement. Et là, vous dites, tiens, moi, je voudrais acquérir des compétences nouvelles pour pouvoir monter en responsabilité. Et si ça fait depuis 10, 15 ans, 20 ans dans l'entreprise,
enfin que vous êtes dans l'entreprise, je pense que l'entreprise a envie aussi de vous fidéliser et parce qu'elle a confiance en vous de faire ce pari-là. Très bien. C'est le moment d'être un peu moins corporate. C'est l'heure de la minute sans cravate. Alors Jean-Charles, je vais peut-être pas vous demander de l'enlever. Je sais pas si ouais, voilà, ça me va. Pour vous, ça va, Gébel. Est-ce que l'un de vous peut lire la question sans cravate? À l'EM Lyon, vous prenez le très en vogue do it yourself. Vos managers sont-ils plutôt macramé, cupcake ou pot de fleurs customisé? Alors, il va falloir que je la relise cette question quand même. Est-ce que vous avez bien compris tous les termes? C'est un petit test aussi pour savoir si vous êtes bien corporate million. Do it yourself, bien sûr. Vos managers sont-ils plutôt macramé? Macramé, j'imagine ce que ça peut être, mais j'aimerais bien une précision. Vous imaginez? J'imagine ce que ça pourrait être. Vous savez, ça revient à la mode, c'était nos grands-mères qui faisaient espèce de tricot, en fait c'est des nœuds. Oui. Ouais. En fait c'est sous forme de nœuds avec des cordes blanches qui permettent souvent de faire soit des choses décoratives, soit simplement des porte-pots qui sont suspendus en général, c'est très joli. Moi j'aime bien. Et du coup, le do it yourself, est-ce que vous savez ce que c'est? Parce qu'en fait c'est quelque chose que le M Lyon bien sûr. prône en fait. Oui, tout à fait. Alors, ça, je peux effectivement l'évoquer. C'est alors le pot de fleurs customisé. Je vais le préciser. Oui, on demande et moi, je l'ai fait dans le cadre d'autres programmes et au niveau maintenant du programme PGM, j'ai bon espoir de le faire de la même manière. C'est-à-dire de demander aux participants, à un moment donné, pendant un séminaire de 2 ou 3 jours justement, de fabriquer un objet connecté. Alors ça ne sera pas un pot de fleurs customisé. Ça peut? Pourquoi pas? Pour demander à Pourquoi votre pas, plante c'est si elle vrai a soif. pourquoi je suis aussi rigide. Bah oui. Tout à fait, mais on a fait beaucoup déjà d'expériences sur justement le do it yourself, où les participants, des étudiants, des personnes extérieures, des diplômés également de l'école, sont venus pendant plusieurs jours fabriquer, en fait ils se sont mis à fabriquer un objet connecté. Donc premier jour, on ne sait pas quel objet connecté, mais on a eu par exemple une ruche connectée. On a eu une table basse en mode, puisqu'on était dans les années 80 tout à l'heure avec les inconnus, en mode Tetris également, une table connectée. Et donc pour cela, il faut faire un peu de codage. Donc bien sûr, en 2-3 jours, vous n'allez pas devenir un expert du codage, du coding, mais vous allez être sensibilisé à ces dimensions-là. Et donc vous allez être accompagné pour justement que vous puissiez fabriquer par vous-même certains produits. Ce qui vous permet, encore une fois, de casser un peu l'autocensure du je subis un peu les grandes ruptures, transformations digitales dans mon entreprise. Ben là, on va demander aux participants d'être acteurs de cette transformation. Donc oui, faites par vous-même. Et Gébel a eu l'occasion de faire du macramé ou connecté ou pas? Non, pas encore. Pas encore, mais je pense que ça va venir. Et on va essayer de leur faire quelque chose aussi. Bah oui. Allez-y pour la prochaine. Alors, pourriez-vous citer des exemples concrets de participants du PGM ayant connu un réel ROI, autant au niveau poste que salaire, s'il vous plaît? Merci. Retour sur l'investissement. Oui. Alors, Return on Invest, tout à fait. Donc, on a fait une étude il y a de cela quelques mois, qu'on a récupérée au mois de janvier, donc c'est assez récent, concernant les promos des 3 dernières années. Et dans les questionnaires, on leur a demandé tout simplement est-ce qu'ils ont eu une progression de rémunération, de poste, etc., etc. De mémoire, on a plus de 80% des diplômés, donc participants qui après sont devenus bien sûr diplômés, ont eu une évolution professionnelle dans l'année qui a suivi le programme PGM. Ok. Et dont, je crois, 20% qui ont changé de fonction durant le programme PGM. Et en termes de rémunération, même chose, on retrouve à peu près les mêmes proportions, plus de 80%, je crois 82% pour être précis, ont eu une augmentation significative de leur rémunération.
et dont, je crois, à peu près un tiers avait plus de 10% d'augmentation de rémunération. Ah, c'est bien, on a Donc, des chiffres, c'est précis. Et on le sent qu'il y a un avant et un après PGM. Et pour être du coup dans le concret, puisque la question c'était ça, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples qui sont assez parlants justement de ce... Alors, par contre, j'ai des données macro, j'ai pas encore les données. Est-ce que dans ta promo, dans votre promo, Gebel, il y a des personnes qui sont déjà montées en grade? En fait, on avait un participant qui était au chômage et je sais qu'il a trouvé un travail récemment. Il a trouvé le travail juste après avoir mis sur son CV participant PGM, quoi. Donc ça s'est fait assez rapidement. Il a trouvé un travail dans quel domaine? Alors, il avait un bac+2, il était commercial. Je crois qu'il avait été licencié suite à un plan de licenciement économique et du coup, il a trouvé tout dans le même domaine commercial. D'après le retour qu'il nous avait fait, le fait de mettre cette mention-là sur son CV a vraiment boosté sa recherche. Et ce qui me fait rajouter un élément, c'est pour les personnes qui rejoignent le programme général de management et qui sont en repositionnement professionnel suite ou pendant le programme. Ça peut arriver d'avoir malheureusement un accident de la vie professionnelle ou personnelle durant le programme. On accompagne ces personnes qui sont en repositionnement également. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont techniquement plus de temps, mais on les accompagne à la fois sur leur posture, sur leur réflexion de projet. Ça peut être un bon moment pour eux de réfléchir sur eux-mêmes et de se dire qu'est-ce qu'ils ont véritablement envie de faire et essayer de donner du sens également à leur activité professionnelle. Ça peut être un bon moment justement d'avoir un peu plus de temps pour se poser les bonnes questions. Ok. Allez-y pour la prochaine question. Alors, y a-t-il des modules en anglais ou est-ce un programme à visée franco-française? Alors, dans le tronc commun, il n'y a que des programmes en français, donc tout est fait en français. Par contre, pour les électifs, typiquement les électifs qui sont faits en commun avec le MBA, les cours sont en anglais. Donc on peut avoir un mélange des deux. Ouais, est-ce qu'il y a des participants étrangers? Alors, à ma connaissance, non. Enfin, quand vous dites étranger, c'est-à-dire anglophone. J'interprète anglophone. Pas français. Francophone, oui, je pense, ça doit sûrement d'avoir des doubles nationalités ou d'autres personnes. Dans ma promo, on a une étudiante qui venait de Mayotte, du coup, pour le coup. Elle était accompagnée par son entreprise, du coup, tous les mois, son entreprise venait de Mayotte. Donc, il y a vraiment des gens qui peuvent suivre la formation de l'étranger. D'accord, et c'est possible, du coup, d'être vraiment à l'étranger, d'avoir, par exemple, tous les cours en ligne, si jamais on est loin? De toute façon, nous avons une plateforme collaborative qu'on appelle Connection, pour lesquelles les participants peuvent travailler ensemble et se connecter où qu'ils soient à travers le monde. Et on a bien sûr une autre plateforme où tous les profs, bien sûr, donnent leurs slides, les exercices, des cas d'entraînement, les corrigés, le syllabus, enfin bref, l'ensemble des informations sur leur cours. Ok. Allez-y. Qu'est-ce que l'offre Early Bird mentionnée sur votre site et comment en bénéficier? Très bonne question, surtout que c'est vraiment d'actualité. Alors, c'est tout simplement pour ceux qui souhaitent candidater pour la rentrée de septembre. Eh bien, on leur propose tout simplement 20% de réduction sur leur programme, sur les frais de scolarité. Par contre, il faut qu'ils se dépêchent, on est le mercredi 7 mars, il me semble. Vous avez jusqu'à lundi pour profiter et bénéficier de cette offre. Donc, candidatez rapidement. Donc, en fait, c'est une offre pour ceux qui sont Early Bird, c'est-à-dire ceux qui sont en avance, quoi, c'est ça? Qui sont en avance, tout à fait. Donc, ils veulent anticiper. Et donc là, si vous voulez candidater pour la rentrée de septembre à Paris comme à Lyon, vous allez bénéficier de 20%. Du coup, ça me donne l'occasion de vous demander comment financent la plupart de vos participants ce programme. Eh bien, la majorité des participants sont financés tout ou partie par leur entreprise, mais on s'aperçoit quand même depuis quelques années que bon nombre de participants commencent à mettre un peu plus d'argent de leur poche pour financer leur formation. Comment ça se passe pour vous, Gebel? Alors moi, j'ai pu financer les 2/3 de ma formation via mon CPF. Donc du coup, c'est les droits individuels à la formation que j'ai accumulés depuis que je travaille et le tiers restant sur fonds personnels. D'accord. Et que couvrent du coup les frais de scolarité? Est-ce que ça couvre aussi s'il y a des déplacements? Est-ce que vous en avez des déplacements d'ailleurs? Alors quel type de déplacement? Typiquement aller suivre des cours à Lyon? Par exemple.
Ça, pour le coup, c'est personnel, donc du coup, c'est pas pris en charge par la formation. Non, les frais de déplacement, non, c'est vraiment les coûts qui sont liés à la pédagogie. Ok. Et enfin tous les coûts qui sont liés à la pédagogie et également des coûts qui sont liés à être, parce que à partir du moment où vous payez les frais de scolarité, eh bien vous êtes officiellement, enfin quand vous passez après être diplômé, vous bénéficiez de l'ensemble du réseau Forever de l'EM. Ok. Faut-il, pour intégrer votre formation, avoir un sujet de mémoire en tête? Alors, je vais y répondre. Non, heureusement que non, heureusement qu'il ne faut pas savoir dans 12 mois quel est le mémoire que vous allez devoir faire. Non, bien sûr que non. Alors, si vous avez une idée, c'est pas plus mal, mais en 12 mois, je pense que vous avez largement le temps de challenger votre idée et votre sujet. Donc, non, c'est pas du tout une obligation. C'est pas mal de commencer à y réfléchir. Si vous y réfléchissez, ça veut dire que déjà, dans l'entreprise, vous êtes amené à vous dire, tiens, voilà la responsabilité que je vais prendre après le PGM. Donc voilà comment je me projette. Et c'est une façon de se projeter, d'avoir une idée du mémoire que l'on fait. Le mémoire, c'est un mémoire type fin d'études ou est-ce que c'est différent? C'est une sorte de projet de fin d'études. Alors attention, c'est un mémoire professionnalisant, on est bien d'accord. On n'est pas à l'université, un mémoire très classique, etc. Non. L'objectif, c'est d'avoir une problématique très opérationnelle et de pouvoir répondre d'un point de vue, entre guillemets, un peu scientifique quand même, organisé, structuré, avec une certaine méthodologie, mais de répondre à une problématique très opérationnelle de l'entreprise. Et si vous êtes en repositionnement, si la question pourrait arriver de se dire, si je suis en repositionnement, moi j'ai pas d'entreprise qui me suit ou quoi que ce soit, comment fait-on? Eh bien là, dans ces cas-là, on réfléchit sur un sujet, sur une thématique qui intéresse. Très souvent, pour ceux qui sont en mode création d'entreprise, c'est tout simplement le mémoire, c'est le business plan de leur entreprise ou de leur création. Bref, l'objectif, c'est à chaque fois d'être très opérationnel et surtout d'être très efficace pour les participants. Moi, j'aime bien l'expression faire du billard à plusieurs bandes. Voilà. Donc, par exemple. Gilbert, est-ce que vous avez déjà votre sujet de mémoire? Oui, j'ai déjà mon sujet de mémoire. D'ailleurs, j'ai rencontré mon tuteur de mémoire la semaine dernière. Donc j'ai mon sujet, je suis en période d'élaboration du plan et puis de la recherche littéraire. Et c'est un sujet qui va servir votre entreprise? Typiquement oui, parce que c'est un sujet d'actualité dans l'entreprise. Oui, c'est un sujet qui va servir l'entreprise. Est-ce que le mémoire peut servir de tremplin pour justement avoir un poste à responsabilité? Est-ce que ça peut aider? Oui, je pense. Alors pas systématiquement, soyons clairs, mais je pense que oui. Pourquoi? Parce que très souvent, quand les participants sont en train de rédiger ou sont dans la phase à la fin du PGM et sont en train de s'occuper de leur mémoire, eh bien, leur mémoire, comme c'est une question très opérationnelle par rapport à une problématique de l'entreprise, c'est dans le but de prendre la responsabilité de. Vous voyez, c'est très souvent, c'est pour donner réponse à des problèmes et donc mettre en place des solutions parce que c'est ce qu'ils vont devoir faire à la suite du programme général du management. Ok, allez-y. J'ai entendu dire que vous insistiez beaucoup sur le développement personnel dans ce programme. Est-ce que c'est du concret ou du flan? Déjà, on a des coûts de développement personnel, donc soyons clairs. Sur la dimension, je reviens sur la dimension tronc commun, ce que je vous évoquais, 12 jours et demi sur la dimension expertise du manager, et puis quand même 10-11 jours sur tout simplement la posture du manager. Et dans cette posture du manager, on a effectivement un cours de développement personnel, et puis on a un électif qui est sur du développement également personnel. Donc oui. À quoi ça ressemble ces cours? Mais par contre, tu peux peut-être donner des exemples? Oui, on peut donner l'exemple du cours de manager autrement, où on a beaucoup de jeux de rôle. On en a parlé tout à l'heure. Exactement, on parle de la dimension vraiment psychologique du manager. Alors on a aussi un électif qui est booster ses talents. Ça, je sais qu'un de mes collègues l'a pris. Je pense que ça doit être quelque chose de très intéressant aussi. Et puis, il y a des tests. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les MBTI. Donc, c'est des tests de personnalité. Savoir si, par exemple, vous êtes plutôt introverti, extraverti, si vous êtes organisé ou très flexible. Et quelle forme prennent ces tests des QCM? C'est quoi? Ce sont des tests, bien sûr, de personnalité que vous répondez, qu'on vous envoie un lien Internet pour répondre à ces questions-là. En fonction des tests, ça peut durer entre 20 minutes et puis 1 heure. Et puis après, en cours, vous avez un débriefing du rapport qu'on vous a
proposé, qu'on vous a donné à l'issue des réponses au test. Et le but, c'est de faire quoi? D'atténuer les défauts des personnes au cas par cas? Non, ce n'est pas des défauts, c'est déjà tout simplement pour se dire que quand on travaille en équipe, si vous avez une équipe de 10 personnes, ça ne sert à rien d'avoir 10 polytechniciens. Parce que si vous avez 10 polytechniciens, vous allez peut-être avoir la même résolution de la même manière à un problème. Si vous avez 10 profils différents, vous avez des chances d'avoir 10 solutions différentes, plus ou moins intéressantes, plus ou moins creusées, mais au moins vous allez avoir une créativité, avoir une diversité de réponses qui sera beaucoup plus enrichissante, et après à vous de prendre ce qui vous sert. Et dans une entreprise, vous doutez bien, dans toutes nos entreprises dans lesquelles nous travaillons, on a des affinités avec certains, un peu moins avec d'autres. C'est souvent des questions de personnalité, et en fait, en faisant ce genre de test et de développement personnel, vous apercevez que tiens, cette personne-là, je ne suis pas en grosse affinité avec ce type de personne, mais en fait, je comprends pourquoi, parce qu'elle est plutôt de cette catégorie-là de personnes. Mais je pense qu'on en a quand même besoin dans l'entreprise. C'est pas parce que je l'apprécie pas que l'entreprise n'en a pas besoin. On ne va pas recruter quelqu'un pour des critères justement de préférence personnelle. C'est ça que vous dites? Non, ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de tous les profils dans une entreprise. Et moi, je me suis amusé des fois sur des business games dans des groupes, comme on travaille en groupe, de prendre des profils qui étaient totalement différents et des fois des profils qui étaient très homogènes. Et quand c'est homogène, c'est moins performant. Ça marche pas. Très bien. Allez-y. Où a lieu l'oral d'admission et êtes-vous flexible sur la date de cet oral? Merci d'avance. Où a lieu l'oral d'admission? C'est très simple, il n'y en a pas forcément. D'accord. Donc en ligne encore une fois? Ça me fait penser effectivement à la sélection, au processus de sélection. Donc vous avez un dossier de candidature à renseigner, avec pourquoi vous voulez faire, le programme, etc., plein de questions, des lettres de recommandation éventuellement, une lettre de motivation aussi. Et puis vous avez des questions, et ces questions, vous y répondez via une plateforme électronique. Donc c'est en vidéo. Donc si ce soir vous ne savez pas quoi faire entre minuit et 2 h du matin, eh bien, alors il ne vous faut pas 2 heures, vous répondez à 6 ou 7 questions, donc ça vous prend maximum 10 minutes. Alors bien sûr vous dites tiens, quel genre de questions on pourrait me poser? Exactement. Et surtout, est-ce qu'on peut le repasser si à 2 h du matin on n'est pas très en forme? Je vous invite dans ces cas-là à le passer au moment où vous êtes plus en forme. D'accord, il faut se préparer? Non, faut se préparer, oui un petit peu, dans le sens où des questions tout simplement, la première question c'est présentez-vous. Donc je pense que ça doit... Il faut soigner la présentation. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, la véritable difficulté, c'est d'être face caméra et on n'est pas comme devant une personne, là on est face caméra devant son ordinateur, devant sa webcam et de parler à sa webcam à 2 h du matin si vous le souhaitez. Mais il y a plus facile à faire, mais c'est un bon exercice pour essayer de synthétiser comme ça, chaque fois que vous avez une question, présentez-vous en 1 ou 2 minutes. En quoi le programme peut être intéressant pour vous, 1 ou 2 minutes. Reprendre quelques expériences passées en tant que manager ou dans votre entreprise. Donc là, vous nous dites les questions. Je ne veux pas préciser les différentes questions, mais on a une batterie de sûrement à peu près d'une vingtaine de questions et on a 6 ou 7 questions. Et c'est one shot, on ne peut pas faire les questions coup par coup? Non, c'est one shot. C'est ça la magie du live. Et du coup, vous voyez pas forcément toutes les personnes qui ont passé ce test, ces questions. Alors, si justement, moi, pour le coup, c'est moi qui m'en occupe, donc je regarde l'intégralité des vidéos de tous les candidats. Okay. Donc, je passe effectivement un peu de temps dessus. Et en fait, à l'issue de la lecture du dossier de candidature, à l'issue du visionnage de ces vidéos, eh bien, on se réunit, on fait ce qu'on appelle un comité de lecture et on échange avec les conseillères en formation, avec moi-même, avec d'autres personnes pour se dire est-ce qu'on admet ou pas la personne. Donc il y a plusieurs possibilités, soit on admet entre guillemets sans réserve la personne, et auquel cas il n'y a pas besoin d'oral supplémentaire. Par contre, il est tout à fait possible de dire tiens, on a peut-être un petit doute quand même sur telle personne, parce que peut-être que la vidéo s'est pas bien passée, ou il y a eu un problème ou quoi que ce soit, auquel cas, tiens, on va peut-être vérifier, et là, dans ces cas-là, on fera faire un entretien oral avec un professeur permanent de l'école et un diplômé de l'école. Entretien qui dure, je crois, à peu près une 40aine de minutes. D'accord. Et à ce moment-là, la date sera fixée avec le candidat. Et exactement. Donc, si vous avez on a un jury tel jour,
On va dire quelques jours plus tard, vous avez votre réponse et puis après, on cale automatiquement une date pour cet oral, pour valider définitivement l'admission du candidat. Très bien, on arrive à 1 heure d'entretien, ça passe vite. Du coup, je vais vous laisser quelques mots de conclusion à chacun. Assez rapidement, puisqu'on est déjà... D'accord, mon mot de conclusion, c'est oui, l'EM Lyon, déjà, c'est une grande école. Le PGM, c'est une formation très intéressante. Si vous voulez avoir vraiment cette vision transversale, cette vision globale de l'entreprise, allez dans cette formation. C'est une formation qui accentue vraiment le côté développement personnel. Et puis les professeurs sont très flexibles et très à l'écoute des participants. Un dernier mot, Jean-Charles. Et moi, j'ajouterais une chose qu'on n'a pas forcément citée. Vous savez, les 2/3 des métiers de 2025 ne sont pas connus aujourd'hui. Et 50% des métiers d'aujourd'hui sont robotisables dans les moins de 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a une petite idée. Comment vous accompagner pour vos futurs métiers que vous ne connaissez pas forcément, et quand on a une quarantaine d'années et qu'on se dit qu'on a encore 20-25 ans de travail devant soi, il y a des chances que le métier qu'on va faire dans 5 ans n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc on va vous accompagner pour ouvrir les chakras, pour essayer d'avoir une vision globale et essayer d'avoir une capacité d'adaptation et de flexibilité. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous pour toutes ces questions. À bientôt sur Campus Channel Exécutive.